Il est 12h50, vous regardez LCI, merci de votre fidélité les amis. C'est tous les jours désormais, du lundi au vendredi, que nous vous attendons avec Magali Lunel. Avec le sourire quand même. Voilà, avec le sourire, regardez, le beau sourire. Vous avez l'air vraiment, c'est tous les jours. Ça s'appelle Brunet sans filtre et nous sommes accompagnés tous les jours par Nivine Potros qui est avec nous sous nos applaudissements, par Isabelle Saporta qui est avec nous sous nos frêles et modestes applaudissements. Il faudrait peut-être inviter le public. Et Renaud Pila. Les amis, la question qui se pose suite à la prise de parole tout à fait incongrue, inattendue, surprenante du Premier ministre hier, que vous avez vu sur LCI hier après-midi, François Bayrou, voici la question. A-t-il été courageux et irresponsable? Courageux ou irresponsable? D'ailleurs, sur ce point, vous allez débattre dans un instant. Sous ce point, la classe politique a une opinion. Elle s'est largement exprimée. D'ailleurs, tout à l'heure, le patron de l'UDP disait, avant même que François Bayrou ait terminé son allocution, déjà, on appelait à sa démission, ou pas d'ailleurs. Écoutez quelques-uns de ces politiques. Un acte extrêmement courageux de la part du Premier ministre François Bayrou, et très démocratique, de dire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire là où les représentants du peuple sont élus, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous continuions sur la ligne que je vais dresser, c'est-à-dire le discours qu'il va porter le 8 septembre. Il a choisi la fuite, l'esquive, la dérobade, il n'est pas dans l'action, il est dans la démission. Aujourd'hui, François Bayrou, je le dis, ne choisit pas le dialogue, il choisit la liquidation. Monsieur Bayrou ne m'a pas appelé, en réalité il ne préparait pas la rentrée et le budget, il préparait sa sortie. Voilà la réalité. Voilà, bah alors le match, Renaud Pila, Isabelle Saporta, courageux ou irresponsable François Bayrou? Très courageux. C'est extrêmement rare qu'un responsable politique dise la vérité. Donc je vais développer, il a été très courageux François. Très courageux pour Renaud. Isabelle? Mais en quoi c'est courageux de jeter l'éponge quand on a une bataille qui s'ouvre à nous et qu'on doit la mener en fait? En quoi c'est courageux de démissionner avant de livrer sa bataille? Moi je trouve que c'est au fond... si vous voulez, c'est narcissique en fait. Ça n'est ni courageux ni rien, c'est juste narcissique. D'ailleurs, au passage, si jamais, on pourra en parler dans un instant avec vous deux, si jamais il s'en va, là, Bayrou, le 8 septembre, comme convenu, comme convenu, c'est bien. Comme prévu par beaucoup. Quel bâton de maréchal pour 2027! C'est formidable. Ah, pas du tout. Je suis celui qui a dit la vérité aux Français. Je suis celui qui s'est dérobé. Je suis celui qui s'est dérobé devant la catastrophe annoncée. Enfin, pardon, Éric Brunet, vous dites vous-même que c'est une catastrophe, que ça fait des dizaines d'années qu'on sait que c'est une catastrophe, qu'on a affaire à cette charge de la dette, qu'on laisse à nos enfants et nos petits-enfants. Il fait ce tableau, il dépeint ce tableau catastrophique et il fait quoi? Il dit, vous savez quoi? Bon courage les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent en fait? Le PS, il pouvait dire quoi? Il s'est déjà fait avoir avec le conclave. Vous vous souvenez le conclave, la jolie petite lettre? Mais oui, la réforme des retraites, etc. Tous les syndicats étaient allés dedans. Avant même qu'ils aient rendu des conclusions, ils disaient non mais le conclave, vous savez tout ça, là, on reviendra pas dessus. Mais pardon quoi? Je veux dire au fond là, vous savez qui sort grand gagnant de cette histoire? C'est Mélenchon. C'est Mélenchon qui n'a jamais voulu soutenir, qui a toujours appelé à la démission de Macron. Donc vraiment, il donne raison aux plus populistes de la classe politique. Renaud Pila, mesdames, messieurs, vous allez vous-même vous forger une opinion sur cette question centrale, qui est historique. Là, on tutoie l'histoire de la République française avec un grand H. Donc avant d'entrer plus avant dans ce débat, Nivine Potros les faits. Oui, avec cette surprise, Renaud nous l'annonçait hier. François Bayrou avait annoncé une surprise et l'a effectivement été pour bon nombre de ses ministres. D'abord, ils n'ont pas été consultés sur le budget, puis ils n'ont pas non plus été consultés sur cette question, sur ce vote de confiance. 3/4 d'heure avant le début de la fameuse conférence de presse, ils ont été convoqués pour s'entretenir avec le Premier ministre et ils ont appris que 20 minutes seulement avant le prononcé du discours, que le Premier ministre donc allait proposer un vote de confiance. Au service politique TF1 et LCI, on a pu avoir des indiscrétions de quelques ministres. Regardez ce que disait l'un d'entre eux. On ne connaissait pas les intentions du Premier ministre. Vous connaissez son goût du mystère. Ce mystère, cette surprise, il s'en serait bien passé. Il suffit de regarder hier, très intéressant, les images, les plans de coupe. D'abord, les ministres, vous le voyez, qui arrivent dans cette salle. La mine grave, défaite. Quelques instants plus tard, même chose pendant le discours. Ben là, les fameux plans de coupe, ils ne trompent pas.
tous les ministres écoutent attentivement ou à l'inverse sont concentrés sur leur téléphone parce qu'ils savent très bien finalement ce que le Premier ministre va dire. Regardez cette fois à la fin, au moment des applaudissements, regardez notamment le visage d'Elisabeth Borne qui en dit beaucoup, bien évidemment. Aussi, Évidemment, ça fait Elle applaudit au minimum. Avec 2 doigts. L'applaudissement minimum, je ne connaissais pas, c'est ça. Bah Regarde. si, Voilà. bien sûr. Mais pourquoi elle applaudit comme ça, Elisabeth Borne? Parce qu'elle sait très bien que les 15 prochains jours vont être très compliqués. Toujours à TF1 LCI, un autre ministre disait ceci: pour nous, c'est la fin de la partie game over. Un troisième ministre, toujours ces indiscrétions de notre service politique, qui dit « Je ne vois pas comment ça passe, il est en train de s'auto-censurer ». Et nous, avec, en off, donc la décision du Premier ministre, elle ne passe pas du tout. Même si on l'a entendu ce matin sur les radios et sur les chaînes de télévision, tous les ministres saluaient le courage de François Bayrou. Courage et responsabilité. Mais bien sûr, évidemment, publiquement, c'est ce que disent les ministres et on comprend qu'il n'en soit pas autrement. La séquence montrée par Nivine Potros, elle nous en rappelle une autre, celle de l'année dernière, quand Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée et cette mine défaite de Gabriel Attal, alors Premier ministre, qui était complètement sous le choc et pas du tout d'accord. Et là, vous dites que c'est courageux, mais le coup de poker, il avait déjà été tenté par Emmanuel Macron. Oui, alors ça n'a rien à voir effectivement avec la dissolution d'Emmanuel Macron. C'est un nouveau coup de poker. Non, c'est un coup de poker, alors que la dissolution d'Emmanuel Macron, c'était un suicide. Suicide et coup de poker, c'est pas la même chose. Mais c'est un suicide aussi. Mais non. Laissez-le expliquer sa position. Je vais y venir. J'ai l'impression qu'il se suicide lui-même. Je vais y venir. Rhétoriquement et dialectiquement. On va écouter votre démonstration. Emmanuel Macron, avec la dissolution, a pris la décision la plus folle et la plus insensée de l'histoire de la Ve République. Quand vous perdez une élection, vous ne faites pas revoter qu'1 jour après. Là, François Bayrou, c'est tout autre chose. Qu'est-ce que dit François Bayrou? Et c'est malin et courageux. Pourquoi c'est malin? Parce qu'il se dit de toute façon, et là, je vous entends Isabelle dire, il fallait négocier avec le PS, il fallait négocier avec... vous n'avez pas dit les filles, mais enfin, vous auriez pu le dire. Il fallait négocier avec le RN. Mais ces gens-là ne voulaient pas négocier. Vous croyez franchement qu'à 6 mois des municipales, le PS, qui a besoin de LFI et des écologistes pour les municipales, allait tout d'un coup sauver François Bayrou? Lors de quoi? Lors de la motion de censure au mois d'octobre? Parce que le calcul de François Bayrou, c'est de se dire, il vaut mieux faire banco le 8 septembre, alors qu'on vient de rentrer et que peut-être que l'ensemble des acteurs économiques européens, les prêteurs, sont pas encore vraiment dans une crise politique larvée, plutôt que de le faire au mois d'octobre, où de toute façon, Isabelle, le budget ne passait pas. Donc il faut se suicider par anticipation, ça vous voulez nous dire? Il vaut mieux toujours choisir, c'est pas suicider. C'est quoi? Il vaut mieux choisir la date de son départ que de subir les événements. Mais attendez, ça arrange qui, cette date de départ, à part lui-même? Pardonnez-moi. J'entends ce que vous dites. Vous dites, au fond, c'est quelqu'un de très astucieux, c'est très malin ce qu'il a fait. Mais les autres ne voulaient pas négocier. Bien que... Les autres ne voulaient pas négocier, forcément, Isabelle. Si vous déjà vous lancez un conclave, que vous tuez après l'avoir lancé, c'est sûr que, si vous voulez, que les gens se disent, quand on vous propose... Enfin, moi, je ne sais pas si vous auriez accepté ce deal. Hein. Le deal, c'est la dette, on est tous d'accord. Par contre, pour les solutions, dites d'abord que vous êtes tous d'accord avec moi, puis pour les solutions, on verra comment je m'arrange. Mais qui fait ça? Vous faites ça, ça vous propose un deal comme ça? Je m'enlève de ma chaise. Vous l'accepteriez, ce deal? Mais moi, jamais. Non, mais Isabelle, t'inquiète pas, là, tu dis oui, là, tu me files 200 000 balles, puis après, je verrai comment je les dépense. Ben non. Mais il le sait pertinemment. Ils vont dire non. Donc, il sait pertinemment qu'il fait un coup tordu. Il a choisi. Vous pouvez dire que c'est un très grand manœuvrier, vous pouvez pas dire que c'est quelqu'un de courageux. Non, j'ai dit malin et courageux, j'ai pas encore développé courageux. Malin, parce qu'il choisit le moment de son départ. Vous savez, Matignon, c'est extrêmement difficile. Le printemps, tous ses amis le disent, a été difficile pour lui. Et lorsque vous êtes aux commandes, parce que moi, dans l'opposition... Faites-nous courageux, là, parce que on a compris votre position, vous n'êtes pas d'accord avec Isabelle, très bien. Pourquoi courageux? Vous trouvez qu'il y a du panache dans tout ça? Non, mais c'est plus profond que ce que je dois rester, ce que je dois partir. Vous savez, alors c'est un peu contre-intuitif et comment dire, poliment, c'est fort, c'est de dire la France n'a pas été encore assez en crise. Nous n'avons pas encore vraiment connu une crise grave en France. Donc il nous précipite dans le gouffre. Peut-être. Et c'est courageux de nous sacrifier, de sacrifier le peuple français. Mais nous sacrifier, ça fait des années qu'on sacrifie. Ça fait des années qu'on sacrifie. Nous n'avons pas connu ce que l'Italie a connu,
ce que l'Espagne a connu, ce que le Portugal a connu et ce que la Grèce a connu. Et l'Irlande. Et pardonnez-moi, je vais peut-être choquer sur ce plateau. Est-ce que la France, pour se relever un jour, n'en a pas besoin, Isabelle? Ah bah écoutez, moi je ne partage pas votre idée. Parce que vous savez très bien, c'est pas mon idée vous savez très bien que pour beaucoup d'individus, c'est lorsqu'on a le fond de la piscine sous les talons qu'on commence à remonter. Et comme nous sommes drogués à la dette depuis 30 ou 40 ans, que personne n'a réussi à réformer le modèle social, et que les Français dans l'histoire, depuis des siècles, les Français n'agissent vraiment et sont courageux que lorsqu'il y a un choc. On l'a vu dans l'histoire. On n'a jamais eu de choc. Là, vous voyez, nos orteils sont là. Ouais. On est dans la piscine, nos orteils sont là. Et le fond de la piscine, il est là. Ouais, on est à 1 centimètre du fond de la piscine. À 1 centimètre. Faut peut-être qu'on la touche, Eric. Faut peut-être qu'on la touche pour que les gens soient conscients. Deuxième question. N'empêche que deuxième question. Le match continue parce que c'est très intéressant d'entendre vos points de vue. Est-ce que dans la séquence, c'est le RN le grand gagnant? Alors. Oui, écoutons. Non, on donne d'abord notre point de vue, peut-être. Allez, les points de vue. Oui, non. Non, contrairement à ce qu'on croit, moi je pense pas que le Rassemblement national va être gagnant de cette séquence. Ok. Ah si, moi je pense que le RN est gagnant de cette séquence, puisque de toute façon, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé là ces derniers temps en fait? Il y a eu la gauche qui est arrivée en tête, on lui a pas donné le pouvoir. Il y a eu le Front républicain contre le RN, et c'était les gens soi-disant sérieux qui gouvernaient. Les gens sérieux qui gouvernent, ça donne des gens qui nous lâchent juste au bord du gouffre. Et vous trouvez ça formidable? J'en reviens pas. En tout cas, Sébastien Chenu, sur les radios ce matin, sur la question de la confiance accordée par le RN à François Bayrou, a été très clair. Qui peut avoir confiance en François Bayrou ? En réalité, qui peut avoir confiance dans un bilan qui est celui aussi d'Emmanuel Macron, mais finalement le bilan de 40 années d'une même politique. Ce sont les mêmes politiques qui sont menées dans notre pays depuis 40 ans, avec des degrés différents, mais c'est les mêmes logiques. Logique mondialiste, logique européiste, logique de soumission. Et finalement, qui peut encore avoir confiance dans ces politiques-là? Donc François Bayrou tente une ultime manœuvre, il rencontrera un ultime échec. Voilà, le RN a fait son choix. Troisième question, on poursuit notre face-à-face entre vous deux. Est-ce que François Bayrou va entraîner Emmanuel Macron dans sa chute? Oui. 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 Vous dites oui, vous? Oui, moi je vois pas comment. Je vois pas. Si vous voulez, c'est une manœuvre. Pardon. Vous vous souvenez de l'interview de Darius Rochebin? C'est mon ami, il est merveilleux, je le soutiens. Il le reçoit à Brégançon le 21. Il discute de ça. Donc, moi, j'aimerais pas être l'ami d'Emmanuel Macron. Il vous soutient comme la corde soutient un pendu. Et donc, il s'arrange pour finalement que notre ami et Premier ministre Bayrou se suicide sur scène lundi. Écoutez, voilà. Moi, je pense que Emmanuel Macron veut placer effectivement quelqu'un qui l'aura plus à sa main, peut-être Sébastien Lecornu, peut-être Gérald Darmanin, et qu'au fond, ça ne résoudra absolument pas la crise politique. Là-dessus, Mélenchon a totalement raison. Ça ne se dissipera qu'avec le départ d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, c'est est-ce que ce que vous appelez un suicide politique, celui de François Bayrou, va entraîner la mort politique, en tout cas dans ce quinquennat, d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'Emmanuel Macron va... Le suicide téléguidé par Emmanuel Macron de Bayrou va entraîner la chute d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il va démissionner? Écoutez, j'en sais rien. Est-ce qu'il y aura une motion de censure? Est-ce qu'il y aura une démission? Qu'est-ce qu'il y aura? Mais je vois pas comment ça peut tenir. Vous voyez jusqu'en 2027 comme ça? Non. Voilà. Malheureusement, je vais être d'accord avec Isabelle. Malheureusement, je vais être plutôt d'accord avec Isabelle. Je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron va avoir du mal à rester jusqu'à la fin de son mandat. Il va avoir du mal, pourquoi? Parce que la dissolution a déjà été une décision folle que personne n'a compris, y compris dans son camp. La crise politique, elle a été là à l'automne. Si on entre dans une crise économique et financière à partir du mois de septembre, octobre, novembre, et que les difficultés s'accumulent, eh bien, vous allez avoir non pas seulement Jean-Luc Mélenchon, qui ce matin, Jean-Luc Mélenchon, sur France Inter, dit il doit partir. Alors ça, on est habitué, il doit partir. Jean-Luc Mélenchon le dit tous les 15 jours. Mais progressivement, vous allez avoir, mezzo voce, certains qui disent, si jamais notamment on ne peut pas trouver de gouvernement, que le budget n'est pas voté à l'automne. Vous savez, si le budget n'est pas voté à l'automne et qu'on se retrouve... Mais vous imaginez, à la rentrée, on n'est pas au cœur du mois d'août, à la rentrée à l'automne, pendant que tous les pays essayent d'investir,
Nous, on n'aura pas de budget, c'est-à-dire qu'on aura une loi spéciale. La loi spéciale, c'est vous ne pouvez reconduire que les dépenses de l'an dernier. On ne peut pas augmenter les dépenses militaires. On a une petite guerre en Ukraine quand même. On ne peut pas augmenter les budgets de la sécurité. Non mais attendez. Donc là, vous allez avoir des responsables politiques qui vont se tourner vers le président. Maintenant, ça suffit. Non, mais maintenant, ça qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez peut-être avoir des chefs d'entreprise, qui vont se tourner vers l'Élysée en disant qu'est-ce qu'on fait? Donc 2 ans, c'est long. Il ne reste pas 4 mois. 2 ans, c'est long. Donc des chefs d'entreprise, mais aussi des chefs de la France Insoumise. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, qui était ce matin sur France Inter et qui lui aussi se tourne vers le président. S'il y a un responsable, c'est le président de la République. Et je ne vous surprends pas en disant cela, puisqu'il y a 1 an exactement, nous déposions une motion pour demander sa destitution. Et je vous informe à cette heure que nous allons recommencer le 23 septembre et déposer, en plus de la motion de censure, mais elle ne servira sans doute plus à rien, puisque le gouvernement aura été renversé d'ici là, donc il doit la motion de destitution. Ouais. Est-ce que vous voyez Emmanuel Macron physiquement présent à l'Élysée jusqu'en 2027? Vous avez déjà un peu répondu à cette question. Mais non, moi je le vois pas. Je le vois pas. Mais la motion de destitution, par contre, vous savez, ça c'est l'article 68. En fait, c'est la réunion en congrès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il faut une majorité aux 2 tiers. Je sais pas si ça passe la motion de destitution. C'est compliqué. Au Sénat, c'est pas possible. C'est trop compliqué. Mais en tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement. Je pense que personne n'aura tordu les institutions de la Ve République comme Emmanuel Macron. Vous avez raison de rappeler cette dissolution. Je suis désolée, moi je me souviens très bien des conseillers d'Emmanuel Macron au moment de cette dissolution folle qui parlait de gestes gaulliens. Je vois pas en quoi... De Gaulle, il a démissionné en fait, quand il a perdu son référendum. Là, en fait, si vous voulez, on se retrouve avec quelqu'un qui a perdu les élections par 2 fois, qui ne fait venir aux responsabilités ni le parti qui est arrivé en premier, ni le Rassemblement national. Est-ce qu'il peut y avoir une deuxième dissolution ou pas? On vous a posé la question à vous, Français. Est-ce que vous désirez cette dissolution? Eh bien, les résultats de ce sondage, ce sera à suivre ce soir chez Darius Rochebin. Oh, le teasing! C'est trop fort! Non, je croyais qu'on allait avoir la réponse. Moi aussi! Mais que c'est cruel! Elle est forte, vous restez sur LCI. 5 heures à attendre, 5 heures. Le premier sondage LCI sur la dissolution. J'ai Darius Rochebin qui pourra l'analyser, ce sondage, effectivement. Est-ce qu'on peut juste dire que le meilleur analyste politique de la place de Paris est sur ce plateau? Parce que celui qui nous avait promis une surprise hier, et on était là, machin. Le seul qui nous ait promis une surprise, c'est Renaud Pilat.